On parlait gros sous avec l'influence des États-Unis. On reste dans les gros sous avec les comptes du régime de retraite. Retraite de points, le déficit français plus bas que prévu. C'était la dépêche qu'on a beaucoup vu passer. Il y a les chiffres du corps, là, le structure, le conseil qui s'occupe de ces questions de retraite, qui est prévu officiellement jeudi. Puis là, la presse a commencé à avoir un certain nombre de chiffres. Le déficit du système français a été revu en forte baisse pour l'an passé, 2020, donc à 13 milliards d'euros. Alors facialement, c'est 18, mais en fait, c'est 13. Contre, on imaginait il y a quelques mois que ce soit 25, mais c'est quand même des chiffres absolument colossaux en termes de déficit. Rappelons qu'il y a 2 ans, le système il était quasiment à l'équilibre. Les retraites en France, on parlait de pourcentage de PIB, c'est quasiment autour de 15 points de PIB en France, 338 milliards. Bref, et parallèlement à ça, il y a dans la comédie politique, dans le feuilleton politique, depuis quelques jours, on sent que l'exécutif, le chef de l'État, lance des billes, hésite. Est-ce qu'il faut faire des annonces en matière de réforme des retraites avant la campagne, avant l'élection présidentielle de l'année prochaine, c'est-à-dire en pleine campagne? Votre sentiment à l'un et à l'autre, est-ce qu'il va se passer des choses sur le front des retraites dans les mois qui viennent, sur l'opportunité de le faire? Il n'y a probablement pas de doute d'un point de vue économique, mais d'un point de vue politique. Est-ce que vous l'imaginez, Jean-Marc? Moi, je ne crois absolument pas. D'accord. Je pense que c'était Emmanuel Macron a lancé un ballon d'essai qui a été regonflé derrière par son ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Mais ça me paraîtrait vraiment suicidaire de faire quoi que ce soit à moins d'1 an d'une élection sur ce sujet. Et en même temps, ce serait valable que ce soit un thème de campagne, en revanche, selon vous? C'est inimaginable. Alors, c'est pas parti pour. On imagine plutôt des questions plus régaliennes, mais ou de sécurité, c'est ce qu'on dit. Mais sans faire d'allusion, c'est un truc à se prendre des claques dans la gueule. Quoi. D'accord. Donc, question de retraite en France, où on a beaucoup de réticence à admettre même la vérité de chiffres assez basiques, et puis des idées assez simples, comme le fait que s'il y a de plus en plus de retraités, de moins en moins d'actifs, il y a un moment où il faut faire les choses un peu différemment. Quand on voit que des idées très simples comme ça ne passent pas, c'est très compliqué de faire campagne sur un sujet un tant soit peu pertinent sur la question. Thierry, vous croyez à un début de commencement de réforme ou d'annonce? Absolument pas. Alors la bonne nouvelle, c'est que soi-disant le budget, le déficit est en baisse, mais personne n'y va vérifier comment on le calcule, parce que il faut vraiment être un expert pour le calculer. Oui. Là, c'est les chiffres d'experts, mais ça reste un gros déficit. Mais l'obsession, ça va être le taux de croissance de la France. Visiblement, ça sera les plus élevés d'Europe, tant mieux. Ça va être l'emploi. Il va falloir... donc, ça ne sera certainement pas les retraites aujourd'hui. Le sujet est encore sur la table, évidemment. Oui. Il se posera à un moment donné, mais ce n'est pas le président qui va essayer de se faire élire qui va poser la question lui-même. Bien sûr. Ça se posera à un moment donné. Mais... Juste, en 1997, Alain Juppé et Jacques Chirac s'étaient pris une claque sur les questions de retraite. Et ensuite, il y a Lionel Jospin qui est devenu Premier ministre. Pendant 5 ans, on n'a pas entendu parler une seule fois vraiment de retraite. À suivre, il n'y a rien à voir. Il y a une grosse panne Internet aujourd'hui, un certain nombre de beaucoup de sites, Amazon, Twitch, dans les médias, Le Monde en France, l'Obs, le New York Times, le Guardian, le Financial Times, Reddit, le gros format des États-Unis. C'est manifestement un prestataire qui a eu un problème. Alors ça n'a pas été très très long, mais c'est des sites qui ont été au niveau mondial en rade. Ça vous inspire quoi sur les questions notamment de cybersécurité, Thierry? Ça m'inspire beaucoup d'inquiétude. Ouais. C'est le sujet numéro 1. Alors à notre petit niveau, mais on l'a connu. On sait qu'il y a aujourd'hui une vraie cible sur... Il y a eu les grands groupes, il reste les grands groupes, mais les ETI, PME sont encore moins préparés. Et on a été alerté véritablement, officiellement, qu'on était la cible de groupes très organisés qui allaient rentrer dans nos systèmes et puis qui allaient demander une rançon. Donc c'est un vrai sujet. C'est un sujet compliqué qu'on ne réussira pas à résoudre tout seul. On va le résoudre avec certainement le gouvernement, des groupements d'entreprises, parce qu'il faut avoir une position commune. Mais moi, ça m'inquiète énormément. À ce stade, c'était pas avéré si c'était une panne ou une attaque. Bon. Jean-Marc, rapidement, un commentaire. La cartographie des risques des grandes entreprises, avant ce qui s'est passé depuis 15 mois, il y avait 3 grandes familles. La première, c'était le risque sanitaire. Bon, ça, OK, on a vu que c'était un vrai risque. Ensuite, il y avait le risque climatique sous différentes formes, sécheresse, inondation, etc. Ça, on sait que ça reste, hélas, sans doute à venir. Et puis, le troisième risque, c'est le risque numérique, avec les 2 possibilités, cyberattaque ou panne. Et donc là, ce qui s'est passé ces dernières heures, ça donne un tout petit avant-goût de ce que serait une grande panne d'Internet. Imaginez une grande panne d'Internet, tout ce qui ne marche plus. Voilà.
Est-ce qu'on a bien les précautions minimales pour que les instances vitales continuent de fonctionner? Et ça, on ne l'a certainement pas en tête. On ne l'a certainement pas en tête. On a encore beaucoup de réflexions à faire sur s'assurer que le minimum puisse marcher en cas de grande panne Internet. Allez, juste une photo pour terminer, on n'a pas le temps, je voudrais la montrer. Paris 2024 a communiqué, voilà à quoi va ressembler donc, durant l'été pour les Jeux Olympiques, la place de la Concorde à Paris. Cette place de la Concorde qui accueillera les épreuves de breaking, donc j'imagine c'est une espèce de danse, de BMX, ça c'est du vélo, du skate et du basketball. Voilà, vous avez hâte d'être à Paris 2024 en pleine place de la Concorde, l'un et l'autre, très vite, regardez. Oui. Absolument. Oui. J'ai pas envie d'aller à Tokyo actuellement. D'accord. Mais je serais ravi qu'on puisse profiter des Jeux Olympiques en 2024. Paris les accueille. Absolument. Jean-Marc. Moi, je ne prendrai pas la voiture. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud parce que faire du basket, si on est dans une période de canicule, comme il peut y en arriver, comme ça peut se produire à cette saison, ça va être un petit peu compliqué parce que c'est même très très général. Et le troisième point, c'est que sur cette photo, qui est très, très belle photo, il y a deux choses qu'on voit derrière. C'est le Grand Palais et la Tour Eiffel. Le Grand Palais et la Tour Eiffel, c'est deux édifices qui ont été construits à l'occasion d'événements exceptionnels à Paris. Et qu'est-ce qui va nous rester des Jeux Olympiques cette fois-ci? Hélas, je ne vois pas de bâtiment aussi extraordinaire que le Grand Palais. Non, il y aura une piscine dans le nord de Paris. Je serais ravi que les grands travaux soient terminés à Paris, que le Grand Paris soit fini et qu'on puisse circuler dans Paris parce qu'on prépare tous les Jeux Olympiques, mais on a que les travaux pour l'instant. Allez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir regardés. Très bonne soirée, à demain.